La route menant à Venosque devrait pouvoir être circulable dès cet hiver. Pour aller plus loin, il faudra patienter encore. Les travaux de la départementale 530 jusqu'aux étages s'élèvent à 16 millions d'euros. Serviettes, pantalons, chaussures, Eco-Cup et bien d'autres. Les articles estampillés Paris 2024 se sont arrachés dimanche à Sassenage, seule ville de la région concernée. Mais attention, pas plus de 10 par personne. Et puis plongeons ensemble dans un océan de savoir à l'occasion de la 33e fête de la science. Éric Blaillot, ambassadeur de l'événement et enseignant-chercheur à l'université Grenoble-Alpes, est l'invité de ce JT. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 7 octobre 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Les enseignants personnels, vie scolaires et médico-sociaux du Collège olympique à Grenoble ont décidé ce lundi d'exercer leur droit de retrait face à la montée des violences envers les profs et agents depuis la rentrée qui pénalise aussi les élèves. Ils réclament 2 postes supplémentaires d'assistants d'éducation et la création d'un poste d'assistant de prévention et de sécurité. À plus long terme, ils voudraient disposer de locaux adaptés à la hausse des effectifs du collège. À 1368 mètres, la station de la Morte, rattrapée par son nom. Baptisée en définitive Alpes du Grand Cerf, sa fermeture définitive a pourtant été actée vendredi soir lors du conseil communautaire de la Matésine. C'est la première station de cette importance à fermer dans les Alpes du Nord. Les déficits étaient devenus trop lourds à porter pour la collectivité de 20 000 habitants et le projet de diversification trop coûteux ne voyait toujours pas arriver d'aide de l'État. Avec la fermeture de la station, 200 emplois directs et indirects sont menacés. On y reviendra dans le JT mercredi avec un membre du collectif La Morte Vivante. Une bonne nouvelle pour les amoureux de la montagne et des grands espaces quand même. La route du Vénéon devrait rouvrir cet hiver jusqu'à Venosque, touchée par une importante coulée de boue et de rochers le 20 juin dernier. Elle avait été en partie emportée, tout comme le village de la Bérarde. Depuis, les services des routes départementaux sont sur le pont et la région s'engage également. Jérémy Pinard. Un décor post-apocalyptique dans la vallée de l'Oisan. Le hameau de la Bérarde est méconnaissable pour ses habitants. Le 21 juin restera une date cauchemarde pour le village. Ce jour, la rivière du Vénéon bordant la vallée a subi une crue inégalée auparavant, détruisant ses littoraux et rasant presque toutes les maisons. En moins d'une journée, la vie s'est effondrée pour tous ses habitants. Et 3 mois plus tard, les émotions sont toujours là. C'est vraiment plutôt un temps de sidération, hein. Le temps de reprendre ses marques, on ne reconnaît plus rien, tout a disparu, le torrent passe là où il n'est jamais passé. C'est une vraie sidération. Si la rivière s'écoule ici, initialement c'est quelques dizaines de mètres plus loin que l'eau suivait son cours, sous ce pont, totalement enseveli de gravats. Aujourd'hui, les pêteuses creusent et sécurisent la zone. Certaines maisons pointent le bout de leur nez sous ces montagnes de rochers. D'autres, littéralement coupées en 2, menacent de s'effondrer. Aujourd'hui, la commune est un peu démunie puisqu'on attend des décisions du service de l'État, on attend des décisions des services et pour autant, il faut que nous puissions faire à minima les travaux de mise en sécurité, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est une mise en sécurité. Certains habitants prennent les devants et mettent la main à la poche pour sauver leurs biens. C'est le cas de Lucie Néraud, restauratrice sur la Bérarde. Elle ne peut s'imaginer laisser disparaître l'endroit dans lequel elle travaille chaque été depuis ses 13 ans. Il est éventré sur la partie arrière, mais je suis résolument tournée vers le futur puisque j'entreprends de le renforcer et de manière à ce qu'il reste debout pour que demain on puisse revenir et exploiter le restaurant que ma maman m'a légué. Aujourd'hui, c'est 100 000 € que la propriétaire du restaurant débourse, mais son optimisme n'offre pas d'avenir certain pour la Bérarde. Qu'est-ce que sera la Bérarde de demain ? Moi, je suis incapable d'y répondre, parce que c'est d'abord la parole qui doit être celle des experts qui sont missionnés par l'État, et nous sommes évidemment suspendus à leur réponse dessus. Hormis les 600 000 € investis par la commune pour les travaux de sécurisation, la Bérarde est figée dans le temps. Les élus locaux et les collectivités territoriales se réuniront une fois l'expertise terminée pour envisager une seconde vie au hameau. Uniquement accessible par la RD 530, elle aussi endommagée par les crues, le département de l'Isère anticipe et réhabilite l'accès menant à la Bérarde. Aujourd'hui, le réseau routier est en train d'être remis en état. C'est 16 millions d'euros de travaux qui sont mis sur les routes ici. 16 millions d'euros, c'est 16% de notre budget annuel route.
En plus de ces 16 millions, le département et la région ont tous deux promis une aide financière de 5 millions d'euros supplémentaires, pouvant être débloqués une fois les expertises reçues. Donc pour l'instant, difficile de dessiner l'avenir de la Bérarde. La passerelle mode doux de la Bâtie, officiellement inaugurée samedi. Elle est attenante au pôle d'échange multimodal du même nom, aménagé pour un total de 6 millions d'euros. Prise en charge pour moitié par le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, le SMAG. Accessible aux piétons et vélos depuis début septembre, elle permet de relier les deux rives du Grésivaudan entre Saint-Imier et Lancé. Il y a presque un an, la passerelle avait été livrée par les airs en pleine nuit dans une spectaculaire opération d'élitreuillage. C'est le train-train pour les usagers de la ligne Lyon-Grenoble, souvent perturbés par des intempéries. Le TER fait face à de nouvelles péripéties, mais c'est pour mieux prévenir. Jusqu'au 18 octobre, des autocars remplacent les trains du lundi au vendredi de 10h à 15h, puis du 18 au 31 octobre de 10h à midi. Il s'agit de permettre des travaux d'abattage et d'élagage entre Grenoble et Saint-Marcellin. Plus vite, plus haut, plus fort et plus marchand. Pas comme Léon, mais comme les marchandises JO et Paralympiques 2024 qui se sont écoulées comme des petits pains dimanche au gymnase des Pies de Sassenage, l'une des 24 communes de France, choisie pour son relais et son engagement en faveur des Jeux. Vous allez le voir, quand on aime, on ne compte pas les kilomètres. Maxime Sonnen. La fièvre olympique ne s'arrête jamais. À Sassenage, les fans les plus assidus de la compétition ont eu un dernier rendez-vous avec la Frige. On a fait la queue depuis 7h15 ce matin et on a pu enfin récupérer les articles qu'on avait envie, à peu près. Le gymnase des Pies a ouvert ses portes à 10h pour une grande braderie olympique. Il était possible d'y acheter à prix cassé tous les invendus neufs des boutiques officielles des Jeux. T-shirts, pantalons, éco-cups, drapeaux et tant d'autres. Mais surtout et avant tout, toutes les affaires qui étaient utilisées par les volontaires et les porteurs de flammes. Jusque-là, inaccessible à l'achat. Là, il y a des gens qui ont commencé à faire la queue à 2h du matin quand même. Donc c'est vrai que c'est beaucoup d'engagement pour ces gens-là pour pouvoir avoir un objet des Jeux Olympiques. Il faut dire que la plus proche braderie autre que celle-ci, elle est à Vichy ou à Montpellier, donc c'est vraiment très lointain. Il n'y avait que 24 braderies organisées partout en France. Une fierté pour Sassenage d'avoir été sélectionné pour en accueillir une, pour le plus grand plaisir des collectionneurs isérois. Sassenage qui a beaucoup travaillé sur Terre de Jeux, qui est une ville Terre de Jeux, qui s'est investi sur l'organisation de beaucoup de manifestations avec les écoles, avec les clubs, sur la préparation et le suivi de ces Jeux Olympiques, méritait aussi de pouvoir accueillir cette braderie. Si l'engouement autour de ces reventes est si grand, c'est qu'elle n'était pas prévue à l'origine. Le comité Paris 2024 avait annoncé seulement fin août qu'il vendrait à coût réduit les restes des stocks olympiques. C'est nous qui, avec entre autres aussi la direction Sustainability qui s'occupe de tout l'éco-circularité, etc. Et surtout la direction Engagement qui s'occupe de l'engagement des territoires, donc Terre de Jeux notamment. Et c'est eux qui ont eu l'idée de faire 24 braderies et on est rentrés, on s'est un peu mis tous ensemble autour de la table pour organiser ça. La braderie a été un tel succès que près de 1000 personnes n'ont pas pu entrer dans le gymnase. Et seuls les plus matinaux ont pu accéder à l'objet le plus convoité, le bob des volontaires. Voilà. Ça y est. On est venu à esprit pour le bob, donc il fallait partir avec. Des fans comblés, d'autres déçus. De quoi faire des jaloux quand les couvre-chefs seront de sortie l'été prochain. Et belle opération pour la commune qui, vous l'avez peut-être aperçu, a reçu le trophée Terre de Jeux de la part du comité d'organisation. Certains courent pour la performance, d'autres pour s'amuser. C'est ce qui fait tout le charme de l'Equiden, le marathon par équipe de Grenoble. La 15e édition avait lieu dimanche matin sur la presqu'île. Team officiel, collègues de bureau, copains ou famille. La jauge des 650 équipes, soit plus de 3900 coureurs, avait une fois encore été remplie. Côté résultat, carton plein pour le Dessines-Mézieux Athlétisme qui battent les records de l'Equiden chez les filles comme chez les garçons en respectivement 2h26 minutes 57 secondes et 2h05 minutes 23 secondes. Et après ce JT, Lucille Dailly reviendra dans le Sport Express sur la victoire des BDL face à Marseille à Pôle Sud et sur les autres principaux résultats du week-end. Elle tourne comme un ballon, la Terre. Mieux la comprendre, c'est un des enjeux de la fête de la science qui se déroule en ce moment un peu partout en France. Toute cette semaine, il va se passer énormément de choses, des conférences, des ateliers, des visites ludiques, des activités gratuites à Minatech sur le campus, à Cosmocité, à Visil, Voiron, Grenoble et j'en passe. C'est difficile de tout lister, mais vous pouvez retrouver le programme sur le site fête-de-la-science-aura.com. Alors on a décidé, nous, de s'intéresser à la thématique de cette 33e édition, Océan de savoir.
savoir. Et pour le plaisir aussi, j'accueille l'ambassadeur de la Fête de la Science dans la région, Éric Blaillot. Bonsoir. Bonsoir, un des deux ambassadeurs. Un des deux ambassadeurs. J'imagine que c'est mixte. Oui, il y a aussi une ambassadrice. Une ambassadrice à Lyon. Voilà. Vous êtes enseignant-chercheur en mathématiques appliquées à l'université Grenoble-Alpes dans l'équipe RC du labo Jean Kuntzmann. Alors à Grenoble, on parle souvent montagne, évidemment. Beaucoup de chercheurs s'y intéressent. Mais la thématique nationale cette année, c'est les océans. Ça paraît compliqué vu d'ici et pourtant pas tellement. Ben non, pas tellement. Il y a, d'une part, Grenoble, évidemment, comme toutes les villes du monde, connectées à l'océan, ne serait-ce que par le cycle de l'eau. La pluie qui tombe, une partie vient de l'évaporation de l'océan. L'eau qui passe sous les ponts du Drac ou d'Isère sera dans la Méditerranée dans 2 ou 3 jours. Et puis, de façon plus importante, en fait, on est totalement dépendant de l'océan, ne serait-ce que par le climat. Faut savoir que l'océan stocke à peu près plus de 90% en fait, du surplus de chaleur qui est dû aux activités humaines. Donc heureusement qu'il est là, sinon il ferait beaucoup plus chaud. Quelque chose qu'on sait beaucoup moins aussi par exemple, c'est le fait que quand on pense oxygène, on pense les forêts. Mais en fait l'océan produit 50% de l'oxygène par le phytoplancton. Et à Grenoble, on s'intéresse à cette question depuis un certain temps. On s'intéresse à cette question. Alors c'est un peu historique en fait, c'est même totalement historique. Ça date des années 50. Il y avait un énorme projet à l'époque, c'était les grands travaux, le France, le Concorde, les centrales nucléaires. Il y avait un énorme projet de centrale marémotrice, donc récupérer l'énergie de la marée pour en faire de l'électricité dans la baie du Mont-Saint-Michel. Donc l'idée c'était de faire un joli petit barrage de 40 km de long qui aurait complètement enfermé le Mont-Saint-Michel, qui aurait été grosso modo de Dinard à Granville en passant par les îles Chausey pour ceux qui connaissent la région. 800 turbines, enfin un truc énorme. Et en fait, parce que c'est un endroit où les marées sont parmi les plus importantes du monde, il peut y avoir jusqu'à 13 mètres de marnage entre la marée haute et la marée basse. Et en fait, la marée, elle est beaucoup dépendante, son amplitude est beaucoup dépendante de la forme de la côte. Et donc une question qui se posait, c'était bien si on modifie la forme de la côte par ce barrage, est-ce qu'on ne va pas créer par exemple 1 mètre de plus de marée en face chez les Anglais, auquel cas ce serait un peu problématique. Et donc la seule façon pour répondre à cette question, c'était de construire un modèle réduit. Sur en plus une plaque qui devait tourner parce que la rotation de la Terre est importante pour ça. Et donc ça a été confié à Grenoble. Voilà, fameux Coriolis. Voilà, la fameuse plaque Coriolis, absolument, qui est là. Parce que Grenoble avait les compétences du fait de ses recherches en mécanique des fluides, du fait de la houille blanche. Évidemment. Alors vous travaillez sur quoi aujourd'hui? Vous ne travaillez pas avec Coriolis? Alors, moi personnellement non. Et en fait, l'essentiel, je dirais, de la force de frappe en océano à Grenoble, elle est plutôt sur la modélisation numérique de l'océan. C'est-à-dire un petit peu l'équivalent de ce qu'on fait pour l'atmosphère lorsqu'on fait des prévisions météo. On les fait avec un modèle, qui est un modèle mathématique, puis traduit en informatique. Ce qui permet ensuite de prévoir la météo pour les jours qui viennent. Et donc, il y a l'équivalent pour l'océan. Et les applications de ça, en fait, ça peut être soit des applications assez opérationnelles, je dirais, à court terme, pour les professionnels du transport maritime ou de la pêche. Et puis, bien sûr, en fait, un modèle d'océan, c'est un composant absolument essentiel dans les modèles de climat qui vont permettre de faire des projections climatiques. Alors là, je crois qu'on voit la Méditerranée. Là, c'est la Méditerranée. Voilà, c'est une visualisation des courants de surface, par exemple, en Méditerranée. Alors, je ne sais pas à quelle date exactement, mais voilà. On voit qu'on a beaucoup plus que des courants bien formés, comme on a souvent ça dans l'imaginaire. En fait, c'est essentiellement des tourbillons, en fait. Ouais, ça fait de très jolis tableaux, un peu Van Gogh. Absolument, ça dépend. On peut choisir la palette qu'on utilise, donc on peut faire un peu de tout comme style. Alors, on va voir d'autres images. Vous travaillez aussi, vous nous avez apporté aussi des images qui nous montrent le Gulf Stream, le fameux. Absolument, voilà. Donc là, pareil. Et si on allait un peu plus loin dans l'Atlantique, on verrait qu'il est plus du tout. Il devient totalement déstructuré. En fait, on n'a plus que ces tourbillons qui font des tailles entre 50 et 200 km de diamètre à peu près, caractéristiques voilà, des tourbillons chauds, des tourbillons froids. Ouais. Voilà. Et ça a un lien sur le climat. Absolument, c'est eux qui vont transporter la chaleur, grosso modo, de l'équateur vers les pôles, quoi. On connaît très mal les océans, alors que les enjeux autour de ces questions, vous l'avez un petit peu abordé, sont essentiels. Eh bien oui, on va avoir, on a déjà, du fait du changement climatique, plein de décisions très importantes à prendre. Et l'océan, c'est vraiment un des 2 moteurs avec l'atmosphère du changement climatique, un des 2 moteurs principaux. Il y a évidemment également ce qui se passe en Antarctique, avec ce qu'on appelle la cryosphère, la glace. Et donc, mieux le connaître, ça va simplement permettre d'améliorer les modèles de climat et donc de faire des projections qui seront de plus en plus affinées. Et un des grands enjeux actuellement, c'est pour ces projections climatiques,
c'est vraiment d'arriver à prévoir à l'échelle un peu régionale ce qui peut se passer à échéance de 20, 30, 40 ans, quoi. Régional, c'est... Régional, c'est la France ou voilà. Voilà, quelques centaines de milliers de kilomètres. Voilà, c'est pas Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi est-ce que vous avez accepté ce rôle de co-ambassadeur ? Parce que ça me donnait l'opportunité de passer au JT de Télé Grenoble, évidemment, c'était mon rêve. Non, sérieusement, parce que je considère que la médiation scientifique, bon, d'une part, ça fait partie de nos métiers, je pense, d'enseignant-chercheur, et puis je considère que c'est quelque chose de très, très important. Vous avez déjà commencé, d'ailleurs, vous faites ça depuis quelques années avec la Grange des Maths. Alors, je fais ça avec la Grange des Maths, donc là, on est focalisé sur les maths. C'est une association qui s'est montée il y a une petite dizaine d'années maintenant sur Grenoble. Les maths, c'est un rôle un peu particulier dans les sciences, c'est assez repoussoir, les gens en ont souvent peur, et puis d'un autre côté, c'est quand même super important de savoir, de ne pas être effrayé par estimer un ordre de grandeur ou manipuler un pourcentage. Et donc, on a monté une association qui cherche un peu à dédramatiser les maths. Et donc, l'idée, c'est... Alors, il y a des choses vers le grand public, des conférences, des stands lors de fêtes ou des choses comme ça. Et puis, il y a tout un volet qui est orienté vers les scolaires, le primaire, le collège, où là, on développe des valises pédagogiques qui sont assez ludiques, des activités très, très concrètes à manipuler, qui sont mises à disposition des collèges et des écoles d'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, et puis là, on doit être à peu près à quasiment 50 000 enfants qui, jusqu'à présent, les ont utilisés. Alors, on a besoin d'eux pour être des chercheurs de demain. Oui, ou simplement avoir un esprit un peu scientifique, avoir un raisonnement scientifique, on va dire. Merci beaucoup, Éric Blaillot. Et je rappelle qu'on retrouve tout le programme de la Fête de la Science sur le site internet fête-de-la-science-aura.com. Merci. Merci. Et dans l'agenda, évidemment, un spectacle en lien avec la thématique de la Fête de la Science et l'océan des savoirs. Mardi, après le goûter, plongé dans un océan d'amour, une BD-concert et un voyage émotionnel à la Maison de la Musique à Mélan. Partagez les déboires d'un couple hors norme créé sur papier par Wilfried Lupano et Grégory Panassione et mis en musique en live par le pianiste Stéphane Damiano. Un spectacle gratuit à voir à partir de 7 ans, mais il est plus prudent de réserver. Dans un instant, la météo, il va beaucoup pleuvoir, vous allez le voir. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.